Bonsoir à tous, cette fois-ci c'est Mélisse en Mélo et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le bilan de la semaine à lire qui s'est conclue vendredi dernier. Je vais commencer cette vidéo en vous souhaitant une très belle année 2018, qu'elle soit pleine de bonheur, de très bonnes lectures et de belles découvertes. Pour rappel, mon objectif pour cette semaine à lire c'était surtout de lire des grosses briques, comme on dit, que je ne me sens pas le temps ni le courage de commencer quand je suis dans des périodes de rush. Je voulais pouvoir les savourer et les lire tranquillement. Donc il y avait Bertrand et Lola de Angélique Barbera, Adélaïde de Marie Laberge, le deuxième tome du Goût du bonheur, et enfin Les enfants de Venise de Luca Di Fulvio. Et j'avais décidé que pour changer un peu de ces contemporains, si on peut dire, et replonger un peu dans la fantaisie, je souhaitais lire quelques nouvelles du recueil Yanoa Vera de Jean-Philippe Jaworski. Je crois qu'on était arrivé à un total d'à peu près 2000 pages. Je m'étais dit que ce serait faisable parce que j'ai réussi un week-end à 1000, mais c'est vrai que c'était le tout premier auquel je participais et que depuis je n'ai pas eu de succès. Et donc cette fois-ci aussi ce challenge se révèle un échec. J'ai pu terminer Bertrand et Lola de Angélique Barbera. Au moment où je vous ai tourné la vidéo, il me restait 500 pages à lire. J'espérais pouvoir avancer un peu entre le moment où j'ai tourné la vidéo et le moment où elle est parue. En fait j'ai pas avancé du tout, donc il me restait bien 500 pages à lire. C'est une histoire qui se centre sur deux personnages, Bertrand et Lola, qui se rencontrent par hasard et qui partagent pendant quelques heures un amour absolument fusionnel. Le problème c'est qu'elle doit se marier 6 jours plus tard et que lui ne souhaite s'attacher à personne. Je pensais que ce que je viens de vous raconter et donc ce qui est écrit dans le résumé, je pensais que ce serait le prologue et le milieu du roman, pourquoi pas. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit uniquement le début et que le roman ne soit que la conséquence de cette rencontre. Je pensais qu'on aurait le droit à des rencontres furtives, l'histoire de ces deux personnages vraiment bien avant cette rencontre, mais en fait pas du tout. C'est peut-être ma faute, hein, j'avais peut-être mal lu le résumé. Toujours est-il que du coup, malgré ce que je pensais, j'ai pas accroché à cette lecture, elle ne m'a pas plu autant que ce à quoi je m'attendais. L'histoire ne me convient pas, je n'arrive pas à comprendre le comportement de Lola qui se marie et qui pourtant, qui sait qu'elle va se marier et pourtant accepte ce faux pas et surtout poursuit sa vie comme si de rien n'était. C'est quelque chose que je n'arrive pas à concevoir. Bertrand de son côté, il a l'excuse de n'être attaché nulle part à personne et donc de pouvoir faire ce qu'il veut. Mais Lola par contre je n'ai pas compris. Après c'est tout le sujet du livre, cette lutte contre soi-même, cette lutte contre ses pulsions. On ressent très bien la culpabilité de Lola, il n'y a aucun problème avec ça. Mais voilà, je n'ai pas accroché à cette histoire. Ensuite il y a une grosse péripétie qui arrive au milieu, qui bouscule leur vie à tous les deux, en particulier celle de Bertrand, que j'ai trouvé je sais pas, j'ai pas accroché non plus. Ensuite j'ai trouvé l'histoire très lente, plus d'une fois j'ai failli m'arrêter parce que je m'ennuyais et les personnages m'agaçaient profondément. Mais bon, j'ai décidé de continuer parce que j'avais beaucoup aimé l'instant précis où les destins s'entremêlent d'Angélique Barbera. D'ailleurs il y a un article sur le blog, ça doit être l'un des premiers je pense. Ça m'avait beaucoup plu, c'était pour ça que je voulais lire celui-ci. Un bon point pour l'écriture cependant, c'est Angélique Barbera. J'ai beaucoup aimé, elle a une façon d'écrire qui peut être un peu perturbante parce qu'elle mélange complètement le récit et les dialogues, le récit et les pensées des personnages. Elle mélange les points de vue externes aussi parce que d'une phrase à l'autre, dans un même paragraphe, on passe du regard d'un personnage au regard d'un autre sans que ce soit précisé. Ça peut être perturbant mais c'est super sympa. Je tiens aussi à revenir sur l'idée des murs que j'ai beaucoup aimé. Alors, je vais vous expliquer un peu. Dans l'instant précis où les destins s'entremêlent, Angélique Barbera donne des pensées à des araignées. À tout bout de champ, on a une araignée qui surgit et qui donne son petit point de vue sur la scène qui se passe là où elle est. Alors moi j'aime pas les araignées, en plus c'était vraiment très souvent, bon j'ai pas accroché à l'idée. Par contre dans celui-ci, ce ne sont pas des araignées, ce sont les murs en fait qui ont un peu ce point de vue externe et j'ai beaucoup aimé l'idée, j'aurais aimé qu'il y en ait plus d'ailleurs. Il y a un deuxième tome que je ne lirai pas je pense, parce que la fin qu'on a eu là, déjà l'histoire du 1 ne m'a pas plu et la fin qu'on a eu là je pense suffit en elle-même.
pour ma part, je pense pas qu'il y ait besoin d'aller plus loin avec ces personnages-là. Ça reste un bon roman, j'imagine, j'ai juste pas accroché à l'histoire. Pour un Angélique Barbera, je vous conseillerais davantage L'instant précis ou Les destins s'entremêlent que j'ai beaucoup aimé et qui traite là des violences faites aux femmes comme thème principal, ce qui m'a beaucoup plus touchée. Me revoilà, désolée si vous observez de petits changements, ma batterie m'a lâché, tout simplement, mais me revoilà. Et je vais vous parler du deuxième livre que j'ai terminé et ça a été un vrai plaisir et il s'agit de Adélaïde, le tome 2 du Goût du bonheur de Marie Laberge. Le tome 1, ça avait été un coup de cœur, une de ces lectures qui m'ont hantée pendant un sacré moment. J'avais pas le tome 2 sous la main, j'avais décidé de me réserver un temps pour lire ce tome 2. Et donc ce temps, c'était cette semaine à lire. Ce deuxième tome commence en 1942, se conclut en 1947 et le principal protagoniste est Adélaïde, la fille aînée de Gabriel et Édouard, que l'on va suivre durant cette période et qui devient pour ses proches un véritable soutien et qui tente de recoller les morceaux de sa famille qui a volé en éclats. Je me suis beaucoup moins questionnée durant la lecture de ce deuxième tome que durant la lecture du premier, sûrement parce que l'héroïne elle-même se pose beaucoup moins de questions que sa mère. Adélaïde, c'est une jeune femme extrêmement forte, furieuse dans le combat, dans la lutte et toujours dans l'action. Je l'ai trouvée extrêmement inspirante, elle est impulsive, vive, intelligente, impétueuse. Vraiment, j'adore ce personnage. Sa mère était aussi très inspirante et très intéressante, mais beaucoup plus en retrait. J'aime le personnage d'Adélaïde. Ce que j'ai adoré dans ce second tome, comme dans le premier d'ailleurs, c'est l'évolution des personnages. C'est très psychologique, j'ai envie de dire, la façon dont ils évoluent, la façon dont c'est mis en place. Ce sont des personnages qu'on a connus alors qu'ils étaient bébés, je pense à Rose et Guillaume notamment, et qui sont désormais, enfin pas adultes, mais adolescents. Et je dis pas adultes parce que plus d'une fois je me suis surprise à voir qu'en fait ils n'avaient que 15 ou 16 ans alors que dans leur attitude on a l'impression qu'ils ont tellement plus. Et c'est une réflexion que je me suis faite aussi pour Adélaïde. Elle ne fait pas ses 20 ans, 25 ans, elle fait beaucoup plus mature. Ce deuxième tome est marqué par l'attente et la souffrance que crée la guerre puisque nous suivons des personnages qui restent à Québec et qui attendent désespérément des nouvelles de leurs hommes qui sont partis outre-Atlantique. On traite beaucoup du bonheur, effectivement, de l'attente de ce bonheur, de la reconstruction de ce bonheur, mais aussi la façon dont le bonheur est lié au désir. Ce désir dont l'ardente Adélaïde est la représentation, je dirais, comme un feu follet, c'est formidable. Encore une fois, je me répète, mais j'ai adoré ce personnage. En ce qui concerne la fin, elle est extrêmement dure. La fin du premier tome m'avait hantée. Secouée vraiment et énormément émue. Et d'ailleurs le début de ce second tome repart à la fin du premier donc et l'émotion est toujours là extrêmement présente alors que la fin de ce deuxième tome ça m'a émue mais ça m'a surtout secouée tellement que j'ai pas réussi à pleurer et j'ai été obligée de lire les premières pages du troisième tome pour calmer mon esprit. Voilà, donc j'ai lu en plus des 600, je sais pas combien il y en a, 649 il me semble. Voilà. En plus des 649 pages d'Adélaïde, j'ai lu les 30 premières pages de Florent pour me remettre un peu de mes émotions. Je vais pas le poursuivre tout de suite, je vais le laisser de côté comme pour celui-ci, me réserver une semaine tranquille où je vais pouvoir le savourer parce qu'il s'agira de la fin pour de bon. Et je ne suis pas sûre, vraiment pas sûre d'avoir envie de quitter ces personnages. Je ne peux que vous engager à aller voir la vidéo de Margot Liseuse sur cette trilogie. Elle l'a fait en deux parties, une partie sans spoil et une partie avec spoil. Comme j'ai pas fini la trilogie, j'ai vu que la première partie, mais c'est grâce à Margot que j'ai lu ces livres-là et j'ai envie de vous les conseiller à vous aussi. N'hésitez pas, allez-y, ils sont vraiment super. En ce qui concerne Yanoa Vera, je n'ai lu qu'une seule nouvelle de ce recueil et il s'agit de la première, Yanoa Vera, de Jean-Philippe Jaworski. Bien sûr, ça ne suffit pas pour me faire une opinion sur cet auteur. J'ai adoré sa plume, elle est très descriptive, très belle. Le fait que ce soit du français non traduit, c'est quand même très beau. Les mots sont
choisi avec finesse. Il y a très peu de dialogue en même temps sur 40 pages, vous me direz, bon c'est dur de faire beaucoup de dialogue. J'ai eu un petit problème avec cette nouvelle, c'est que je suis pas sûre de l'avoir bien comprise. En fait on va suivre un roi dieu qui est hanté par un cauchemar et qui cherche à comprendre l'origine de ce malaise. Je suis pas sûre d'avoir compris la réponse, j'ai trouvé que c'était trop court. Voilà, c'était une nouvelle très courte. Celui-ci je l'emmène en vacances parce que c'était un poche, donc il rentre facilement dans mon sac. Et je compte lire d'autres nouvelles et donc me faire une opinion un peu plus approfondie. En tout cas, l'univers me plaît bien, l'écriture me plaît bien, donc voilà, ça va être avec plaisir. L'échec de ce challenge, c'est d'avoir passé beaucoup de temps sur Adélaïde. Alors, je dis échec parce que du coup, j'ai pas pu atteindre mon objectif, mais c'était tellement un plaisir que ça ne me pose absolument aucun problème. Si vous nous suivez sur Instagram, je vous avais fait une Insta Story mardi il me semble pour faire un petit update de ce challenge et j'étais très contente parce qu'il me restait 200 pages à lire de Adélaïde et j'étais persuadée de le finir le mercredi midi tranquillement et d'avoir ensuite 2 jours et demi pour lire Les Enfants de Venise de Luca Di Fulvio. Sauf qu'en fait les 200 pages d'Adélaïde, je les ai étirées jusqu'au jeudi soir. Sûrement pour prendre le temps de le lire tranquillement, pour le savourer en fait. Et donc du coup, en une seule journée, je n'ai pas eu le temps, sans compter que j'avais pas que ça à faire, de lire 700 pages. 790 pages en fait. Je n'en ai lu que 74, voilà, donc je suis vraiment qu'au tout début. Je ne vais pas l'emmener en vacances parce que tout simplement, voilà, à mettre dans le sac, c'est pas évident. Donc je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais le reprendre. Je vais sûrement le continuer petit à petit en parallèle avec d'autres lectures. Pour l'instant, j'ai bien aimé le début, même si on sent qu'on n'est pas encore dans le vif du sujet. On nous a présenté les personnages qui vont se rejoindre dans cette histoire, j'imagine. J'ai bien aimé l'écriture parce que on a des ambiances sonores, des ambiances assez misérables. Ce sont de belles descriptions, c'est bien écrit. Donc pour conclure avec mes 500 pages de Angélique Barbera, mes 649 pages d'Adélaïde, mes 30 pages de Florent, les 40 pages de Yano Avera et les 74 pages de Luca Di Fulvio, je crois, j'ai fait le calcul tout à l'heure, j'ai oublié, je dois être à peu près à 1300 pages. C'est pas oufissime hein, sur une semaine, bon après c'était les fêtes, on avait tous plein de trucs à faire. J'ai suivi des avancées extraordinaires sur Facebook, j'aime beaucoup sur la page Challenge littéraire Week-end d'Amil il me semble. Les gens postent leurs lectures, leurs avancées, c'est franchement super sympa et j'en ai vu qui atteignent les 3000, 4000 pages. En tout cas j'ai fait de belles lectures, je suis très contente d'avoir pris le temps de lire Adélaïde. J'espère que si vous avez participé à ce challenge que vous avez réussi votre challenge à vous ou au moins que vous avez eu de belles lectures et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.